Alors, première question, messieurs. Vous avez déjeuné ensemble au bord du canal ce midi. Qu'est-ce que vous avez chacun retenu de l'autre dans ce qu'il vous a raconté? André, qu'est-ce que Serge t'a raconté qui t'a semblé, qu'est-ce que tu retiens? Avec quoi tu repars de ce que Serge t'a raconté? Et après, Serge nous dira, toi, tu as un atout, tu as le temps de réfléchir. Finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de toi. Allez, lance-toi. Je ne peux pas passer à la deuxième question, non? Bon, c'est un peu compliqué comme question, mais comment dire, il me semble que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait une filiation peut-être dans la démarche, c'est-à-dire que même si on n'a pas les mêmes objets de travail technique, il me semble qu'il y a une filiation de pensée, peut-être de démarche, peut-être d'attitude et de posture, qui fait que je pense qu'on peut se parler, on peut à la fois se parler et peut-être se reconnaître. Voilà. Ok, Serge? Le monde de l'accompagnement, c'est quelque chose que je connais assez peu, sauf à travers les contacts qu'on a eus ensemble. Et c'est vrai que j'ai la même impression, c'est-à-dire qu'on part de deux points de vue différents et que finalement on se rend compte qu'on discute du même objet. Et alors c'est difficile parce qu'on est d'accord, quoi. Donc il n'y a pas de polémique. Tu voudrais absolument qu'il y ait une controverse. Non, je ne veux pas forcément une controverse. On n'a pas trouvé d'objet de désaccord. Non, c'est qu'il y a un objet qui nous unit et c'est cette idée de la reconnaissance semble être un bon objet pour penser les choses. Et du coup, vous avez peut-être pas, enfin là, vous n'avez pas dit tout à fait la même chose tous les deux. C'est-à-dire, toi, tu parles d'un objet commun, alors que finalement, André parle de dire, on est d'accord, mais peut-être qu'on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque. Donc, du coup, est-ce que vraiment c'est le même objet qui vous intéresse? Vous êtes d'accord globalement, mais est-ce que vous regardez les choses par la même lorgnette et du coup, par où vous rentrez dans la complexité finalement? Alors peut-être pour aller plus loin, je pense qu'on a un accord fondamental d'une certaine façon sur une lutte contre la normalisation à l'extrême. Voilà, c'est-à-dire que je pense que là où on peut vraiment se retrouver, c'est le fait que, au fond, dans nos carrières, selon des modalités différentes, on va privilégier la subjectivité, la rencontre et la question de l'occasionnel et de la fabrication de l'intimité, en fait, d'une certaine façon, dans un environnement dans lequel la fabrication de normes va finalement occulter la question de la qualité du service qu'on rend. Donc il me semble, si moi je le travaille du côté de l'accompagnement, c'est qu'il y a une normalisation extrême aujourd'hui pour les collègues qui travaillent dans le cadre du CEP, ils voient très bien de quoi je parle, c'est-à-dire en fait la question de la conformité du service qu'on va rendre au regard d'une norme qui a été déjà préétablie est sans doute plus importante que la question de la qualité du service qu'on va rendre à l'utilisateur. Et quand on l'applique du côté de la reconnaissance, c'est aussi pour moi un vrai enjeu, peut-être une bataille de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que alors qu'on a dit qu'on voulait privilégier la singularité et les contextes de vie des personnes, on s'aperçoit que progressivement il y a une échappée vers une normalisation extrême où tout ce qui va être important, c'est faire la preuve qu'on est conforme à quelque chose qui a été prédéterminé avant même l'exercice de l'expérience. Il me semble que ça, c'est un sujet qui peut nous rapprocher. Simplement, on ne le regarde pas du même endroit. C'est-à-dire que, alors, moi, je retrouve plein de choses parce que j'ai travaillé sur les questions de VAE, de reconnaissance il y a fort longtemps. Alors, du coup, on a beaucoup parlé de ça, en fait, parce qu'on a aussi parlé de VAE, de portfolio, etc. Parce que moi, ça me ramène à des travaux que j'ai pu faire sur la question de la reconnaissance. Mais sur les questions de l'accompagnement, je perçois aujourd'hui la même dérive possible. C'est qu'au fond, à la fois la singularité des personnes, à la fois la singularité des professionnels et à la fois la singularité des territoires peut finalement être aseptisée par rapport à des normes sociales qui ont plutôt pour fonction de mettre en conformité à la fois des tableaux Excel et au fond, d'une certaine façon, à considérer qu'il est plus important de savoir ce qu'il faut compter que ce qui compte, quoi. Voilà. On a discuté aussi très, très rapidement et donc André m'a proposé peut-être pas un chapitre, mais au moins un article dans le livre. On veut publier un livre sur la décolonisation de la reconnaissance.
D'où vient cette idée de décoloniser la reconnaissance? Ça vient déjà d'une rencontre qui a été faite lors d'EPIC en 2018, où nous étions rencontrés. Et il y avait Victoria Fontan qui a écrit un livre qui s'appelait Decolonizing Peace, décoloniser la paix, qui avait travaillé donc au Kosovo, en Afrique, et qui avait une critique par rapport aux approches qu'on avait par rapport à la paix, où c'était plutôt des approches colonisatrices qu'on avait de la façon dont on traite les négociations de paix. Et donc l'idée est venue, mais pourquoi on ne ferait pas un truc sur décoloniser la reconnaissance? Surtout que ce que moi j'ai vécu, c'est lorsque les badges ont été inventés au départ, c'était pour rendre visibles les apprentissages informels. C'était le point de départ. Et on s'est vite rendu compte que les badges ne permettaient pas non seulement de rendre visibles les apprentissages informels, mais de rendre visibles les reconnaissances informelles. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on passe un cran plus loin. Parce que la plupart des choses que j'ai écrites sur les badges étaient des critiques sur les badges. Si vous voulez trouver des critiques sur les badges, venez me voir, je vous en sortirai plein. Parce que finalement, on utilisait les badges à la manière des diplômes. D'ailleurs, les Américains, ils sont toujours en train de parler de micro-credentials. Et donc, le cadre de référence, le cadre mental qu'ont les gens quand ils parlent des badges, c'est le diplôme, le mini-diplôme, le micro-diplôme, voire des fois le diplôme du pauvre, le diplôme pour ceux qui n'ont pas de diplôme, et puis le diplôme qu'on fait pour les autres, pas pour soi, parce que nous, on a des diplômes. Et ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait tout cet espace informel, qui était extrêmement intéressant, et d'un seul coup, on a vu les organisations de l'éducation formelle s'emparer de ça. Ils voulaient mettre des badges pour tout. Ils voulaient mettre des badges pour la créativité, des badges pour les compétences du XXIe siècle. Alors, dans les compétences du XXIe siècle, il y a par exemple l'empathie. On va faire un badge pour l'empathie. Et moi, je voyais ces gens qui disaient... donc, on va reconnaître, on va faire des badges pour les compétences du XXIe siècle. Mais où est mon référentiel? Et donc, ils voulaient à tout prix créer des référentiels. Et alors, il y a une expression que j'aime bien en anglais, c'est « the tail wagging the dog ». C'est la queue qui remue le chien. Et dans l'approche de la reconnaissance, c'est souvent ce que je constate, c'est la queue qui remue le chien. C'est-à-dire, on pense qu'il nous faut un référentiel pour reconnaître, alors que la reconnaissance a besoin de référentiel. Et c'est donc cette colonisation de l'informel, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces de liberté, y compris à l'intérieur de l'enseignement formel, mais non, il n'y avait plus de liberté maintenant, c'est-à-dire qu'on allait tout devoir aligner contre un référentiel. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire de protéger l'informel du risque du formel, avec ce que je dénonce comme étant la formalisation qui peut devenir de la formalisation. Et ça, j'ai pu le constater à de nombreuses reprises, malheureusement. Alors, des fois, quand on te lit, quand on t'écoute, la façon dont tu essaies de défendre cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de normalisation, on a le sentiment que tu te débarrasses un peu des acteurs qui accompagnent, justement. C'est-à-dire, en gros, c'est redonner la place, voilà, l'idée que la personne, elle peut elle-même construire son propre objet de reconnaissance, etc. Et ça peut donner le sentiment que je provoque exprès, que tu soupçonnes les personnes qui peuvent graviter autour, et notamment les accompagnants, si on prend un terme comme ça un peu global, de toujours vouloir rajouter de la norme. Et puisqu'on est dans les expressions anglaises, peut-être tu as peut-être un peu tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais tu es un très beau bébé. Mais du coup, se dire, voilà, est-ce que finalement, se débarrasser des référentiels et de la norme que, de fait, on a tous tendance à rajouter parce qu'on se rassure comme ça, est-ce que finalement, la condition, c'est de se débarrasser des acteurs qui accompagnent ou il faut... le faire autrement, enfin voilà, c'est accompagner autrement, c'est André, et toi, j'ai envie de dire, on est un peu dans l'idée de choses qui va se faire de soi-même, enfin qui va vraiment émaner du terrain, sans avoir obligation d'accompagnement. Non, moi je veux libérer tout le monde, y compris les accompagnateurs, donc c'est une émancipation, on s'émancipe ensemble, on ne peut pas s'émanciper tout seul, donc je pourrais émanciper les accompagnateurs,
pour que les accompagnateurs s'émancipent, il faut aussi qu'ils soient dans une démarche d'émancipation. Et ça va pas. Et donc d'être dans une posture, comme on discutait dans ton atelier, André, c'est d'être dans une posture apprenante. Non pas de mettre la personne dans une posture apprenante, mais d'être soi-même dans une posture apprenante, c'est-à-dire tu vas m'apprendre quelque chose, je vais apprendre quelque chose de toi. Je ne suis pas là simplement pour t'orienter parmi toutes les ressources, parce qu'il y en a tellement, tu vas te perdre. Non, je vais vraiment apprendre quelque chose de toi. Et il me semble que si on n'est pas dans une approche d'apprentissage réciproque, on ne peut pas être dans une approche d'émancipation réciproque. Peut-être pour compléter, je pense que les questions de reconnaissance, elles sont à corréler avec la nature de la société dans laquelle on vit. On est une société qui est d'abord défiante. Donc il faut toujours produire de la preuve qu'on est légitime. Et il me semble que la course au référentiel, la course aux signes, la course aux signaux sont aussi une manière de remettre du contrôle dans une société qui finalement supporte assez mal qu'on puisse faire confiance à tout le monde. On pourrait imaginer certaines sociétés dans lesquelles la question du badge ou de la reconnaissance formelle n'a aucun intérêt, aucun sens, puisqu'on fait crédit aux gens a priori, et on n'a pas besoin de vérifier de mille façons qu'ils sont capables de le faire. Donc ça pose des questions assez redoutables, c'est-à-dire simplement des comparaisons européennes nous montrent bien qu'on est peut-être une des sociétés occidentales dans lesquelles l'obsession du contrôle, et je dis bien, on fabrique les référentiels avant l'activité, ce qui veut dire qu'au fond, on met en place toutes les conditions pour qu'on fasse conformément à ce qui est attendu, mais pas du tout ce qui va se passer en situation. Donc ça peut fonctionner pour une installation électrique peut-être, mais il y a un certain nombre d'activités professionnelles dans lesquelles ça va être aseptisant, paupérisant, et avec un vrai risque. Il y a une substitution entre la manifestation d'indicateurs et de signaux à un tiers, pour être conforme à la norme, qui fait disparaître le processus réflexif et le processus développemental. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que VAE est un bel exemple. C'est-à-dire qu'au fond, on a finalement privilégié la dimension certificatrice, et en privilégiant cette dimension-là, l'obsession d'avoir la certification elle-même, la moitié de la certification ou la totalité, c'est substitué au processus lui-même réflexif qui d'abord est une reconnaissance de soi pour soi comme ayant de la valeur. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est que le monde moderne, la société dans laquelle on est, la valeur n'est qu'une valeur attribuée. Nous faisons du marketing de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, donc ce qui pose le problème que le signe est plus important que la réalité de l'activité. Alors je pousse à l'extrême, mais accompagner autrement, ça peut vouloir dire d'avoir une attitude finalement assez radicale, de dire qu'au fond, le formalisme tue la singularité. Pire que ça, des gens vont même plus oser dire ce qu'ils font au travail parce que ce n'est pas conforme à la norme. Donc on peut arriver à des excès abyssaux dans lesquels, au fond, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas du tout le travail réel. Donc du coup, il n'y a aucune réflexivité sur le travail réel, mais bien la conformité à une norme sociale pour être identifié comme un professionnel compétent. Et étrangement, avec les publics les plus en difficulté, on augmente la présence de la norme qui augmente leur sentiment que la norme est inaccessible. Donc ça nous pose... J'ai une position assez radicale là-dessus. Je pense qu'au fond, la norme, elle renforce les gens dans le sentiment que la norme est inaccessible. Mais ça veut dire que la norme, il ne faut jamais oublier que c'est une construction sociale. C'est nous qui l'avons fabriquée. Donc on fabrique des référentiels qui, pour certaines personnes, sont inatteignables. Ce qui pose un problème d'équité, évidemment, mais surtout qui pose un problème d'invisibilité de leur propre expérience singulière et donc, du coup, l'incapacité à la réfléchir comme une ressource, et une ressource qui peut être une ressource pour les autres. Enfin, c'est une discussion qu'on a eue aussi, c'est-à-dire qu'au fond, je ne suis pas uniquement quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on lui demande de faire, je suis quelqu'un qui est aussi capable de produire de la ressource pour mes pairs, pour mes tiers, pour mon environnement. Et il ne peut y avoir d'enjeu de reconnaissance d'accompagnement qu'à partir du moment où il y a une circularité des processus et que je peux à la fois donner et recevoir. Il faut arrêter de filer des normes qui sont inaccessibles pour un certain nombre de personnes. Bon, l'accompagnement, ce n'est pas mon domaine, je vais peut-être dire une bêtise, mais l'impression que j'en ai, et qui peut être fausse, hein, c'est que vous ne travaillez qu'avec des objets formels. Or l'informel, c'est ce qui fait la vie. Donc si on imagine que les personnes, vos clients, sont des ressources qui produisent des ressources utiles pour votre travail, et donc, pourquoi ne pas utiliser vos clients comme étant des explorateurs qui vont baliser
le terrain, qui vont produire de la connaissance qui sera utile pour votre propre métier. Je suis sûr que ça doit arriver de façon organique, mais est-ce que c'est systématisé? Est-ce que c'est une politique? Est-ce que aussi on construit les outils qui permettent de le faire? Alors je pense que ce qui est intéressant avec le badge, justement, parce que le badge, c'est rien. Le badge, valeur 0. Hein, la valeur d'un badge, ça ne vaut rien, un badge. Le badge ne prend sa valeur que dans un écosystème où il va être reconnu. Bah, se dire pourquoi ne pas utiliser vos publics pour baliser ce territoire, hein, et peut-être aller en explorateur, exploratrice et nous montrer des choses auxquelles on ne pensait pas et qui peuvent servir à d'autres. Hein, et donc s'aider les uns les autres, hein, et être un peu dans une démarche, je ne sais pas, j'engage tout le monde à lire, je recommence à lire Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Hein, la méthode Jacotot, c'est pas complètement nul, quoi. Ça part du postulat que la personne est une personne qui connaît. Pas simple. J'ai lu un article publié aux États-Unis dans une revue féministe qui était assez intéressant sur la question de la reconnaissance. Et l'idée, c'est de reconnaître la personne comme un knower. Donc quelqu'un qui est connaissant. On reconnaît d'abord la personne comme connaissante. Et comme on reconnaît la personne comme connaissante, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'elle puisse faire des erreurs, qu'elle puisse, y compris, énoncer des paralogistes, etc. Mais donc le fait de reconnaître quelqu'un comme étant de connaissance, ça amène forcément à une bienveillance vis-à-vis de la personne. Et je pense que c'est le point de départ, c'est de dire, le problème de la reconnaissance dans les systèmes qu'on a connus, c'est d'abord la reconnaissance, c'est quelque chose qui vient à la fin, on apprend, ensuite on est reconnu, alors que je pense que la reconnaissance, c'est un point de départ, c'est-à-dire qu'on commence par reconnaître la personne, et on ne reconnaît pas la personne par rapport à une norme, mais on la reconnaît comme étant un être humain et comme un être connaissant. Et je pense que c'est le point de départ. Sinon, on considère la personne comme étant une personne handicapée qui a besoin d'une béquille pour avancer. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. La reconnaissance précède la connaissance, mais du coup, le rôle de l'accompagnateur là-dedans, est-ce qu'il y a un accompagnateur nécessaire et ce serait quoi son job? Sachant qu'on est d'accord, lui aussi il apprend, lui aussi il est dans cette démarche au-delà de la co-construction. Enfin, nous, c'est l'idée qu'on a voulu faire passer en parlant du commun, c'est-à-dire de vraiment voir ce qu'il partage avec l'autre, quel que soit cet autre, et pouvoir participer à la co-construction à égal. Mais du coup, est-ce qu'il est nécessaire et finalement, quelle est sa spécificité? J'ai peut-être une chose de façon un peu provocatrice, c'est que l'accompagnateur doit peut-être un modèle de personne qui s'émancipe. Ouais. Oh, c'est beau, ça me va. Quelqu'un a noté cette phrase? André? Un modèle d'émancipation. Peut-être pour revenir sur la question qu'évoque... J'essaye de trouver des points de désaccord, en fait. Je pense que la question d'une opposition entre le formel et l'informel peut être problématique pour les personnes elles-mêmes qui sont dans des systèmes de normes. Donc il me semble que la fonction de l'accompagnateur, c'est aider les personnes à faire la distinction entre les normes incontournables et qui n'invalident pas les ressources qui sont les leurs au regard de leur expérience singulière. C'est-à-dire que je pense qu'on est capable de faire des choix éclairés à partir du moment où on a compris les règles du permis de conduire et qu'on est capable d'adapter sa conduite en fonction des situations. Et il me semble que l'introduction du formel et de l'informel, ça n'invalide pas l'informel. Par contre, ça n'occulte pas le formel. Et il me semble que c'est une position un peu composite et hybride qui me semble un vrai enjeu de démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, le risque, c'est qu'on fasse disparaître le travail réel et singulier dans toute sa valeur, mais l'autre risque, c'est qu'on considère que la norme n'a aucune valeur et qu'il ne faut pas s'en servir. Et d'une certaine façon, je me tourne vers Agnès, avec laquelle on travaille sur Calliope. Je suis confronté à un paradoxe tout à fait étonnant, c'est-à-dire que si je ne suis pas Calliope, je serai un très bon professionnel, mais qui n'aura plus la possibilité d'exercer, tout simplement. Donc ça pose des questions de radicalité de la norme aujourd'hui,
qui nous oblige nous-mêmes en tant qu'acteurs émancipés à faire la part des choses entre ce qui est incontournable et ce qui va être nécessaire, mais c'est pas parce que je rentre dans les fourches codines de Calliope que j'occulte la dimension pertinente de mon travail. Et il me semble que le vrai enjeu de l'accompagnement aujourd'hui, c'est faire une distinction formelle très importante entre la question de la pertinence. La pertinence est toujours contextuelle, elle est toujours singulière, et la question de la conformité, qui risque d'être de principe d'intervention d'un tel niveau de généralité qu'ils ne sont absolument pas déclinables dans les situations. Et là où le métier d'accompagnateur est difficile, c'est qu'il passe son temps à essayer de faciliter l'appropriation d'une norme qui peut paraître absurde, accès à des subventions, des rémunérations, des aides tout simplement, mais qu'il est nécessaire de fournir aux personnes pour tout simplement qu'elles puissent bénéficier de ces ressources-là. Ce qui pose une question pour moi assez radicale, c'est que le professionnalisme, pas de cette manière-là, s'encombrer de morale. Donc il y a vraiment la nécessité de faire quelque chose de l'ordre d'une distinction entre le formel et l'informel, mais aider les gens à avoir une posture réflexive par rapport à la norme elle-même et en quoi, d'une certaine façon, elle est potentiellement stupide, mais néanmoins incontournable. Parce que la question de notre propre radicalité pose le problème d'allier les gens dans un combat missionnaire, en fait, d'une certaine façon, qui finalement pourrait les desservir, tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas bénéficier de ressources. Il me semble que ça, c'est compliqué, parce qu'on peut être très en colère à certains moments face à des institutions qui sont maltraitantes avec les bénéficiaires, nous-mêmes d'ailleurs, dans certaines situations, et en même temps, certaines règles qui ne sont pas négociables. Et là, je fais vraiment une distinction entre un professionnel de l'accompagnement et un citoyen militant. D'une certaine façon, je peux me bagarrer sur des choses qui me paraissent totalement absurdes. En même temps, en tant que professionnel, je prends soin que chaque personne puisse bénéficier des ressources dont il a besoin dans la situation, même si la manière de le faire peut me paraître étrange. Ce qui pourrait vouloir dire dans l'accompagnement que je pourrais aller jusqu'à faire les démarches à la place des personnes. J'aime bien provoquer. Parce que pour certaines personnes, l'accès à la complexité de ces démarches-là est totalement impossible. Et ça pose aussi la question de position qui pourrait être radicale de notre point de vue, c'est-à-dire au fond survaloriser la dimension informelle et occulter la dimension formelle, alors qu'il me semble que c'est la capacité à combiner tous ces trucs-là dans la même situation pour finalement aider les gens à avoir une petite distance réflexive par rapport à ça en fonction de leur situation, et nous-mêmes avoir une lecture un peu distanciée de tout ça dans cet environnement-là. Là où je rejoins évidemment Serge, c'est que c'est à nous de nous émanciper de ces logiques-là, mais dans les limites de ce qui nous est attribué. C'est Guéluc qui a cette jolie formule, le problème c'est qu'il n'y a pas de signe extérieur de richesse intérieure. Et je trouve ça assez vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tout le temps fournir la preuve qu'on est un bon professionnel, même si on n'est pas très bon, quoi. Donc il y a un risque de mascarade sociale que je crois que les gens ont bien compris. Quand on voit certains ateliers CV, certains portfolios, on a l'impression quand même qu'il y a une surenchère de preuves qui risque de ne pas prouver grand-chose. On peut y être nous-mêmes quand on remplit un dossier pour avoir des subventions. Le risque, c'est de mélanger la carte et le territoire et qu'à un moment donné, c'est d'oublier qu'aussi ça, c'est une nécessité sociale. Donc j'ai une position un peu, autant pédagogiquement, je suis complètement là-dessus, autant je trouve que c'est très compliqué dans la vraie vie d'essayer de jouer avec tout ça. Et je suis plutôt dans une position aujourd'hui, c'est de dire... si ma position d'accompagnateur c'est de faciliter, eh ben, je facilite le maximum l'accès aux ressources pour que les gens n'aient pas à s'emmerder avec ça, avec un vrai risque, plus c'est compliqué, plus ils ne vont pas le faire, quoi. Et je pourrais dire que pour l'accompagnateur, accompagner autrement, c'est faciliter l'utilisation de ressources qui, sans moi, seraient inaccessibles et sont néanmoins utiles et pertinentes dans leur propre parcours. Donc ça c'est compliqué parce qu'on peut détester la manière dont on impose aux gens l'accès à ces services-là. Voilà. C'est compliqué, mais ça me semble nécessaire de faire cette distinction-là. Si on évacue la question de la conformité, ma pertinence est inutile puisque je n'ai plus le droit d'exercer. Et du coup, si je veux uniquement jouer sur la pertinence, le vrai risque, c'est que d'une certaine façon, je disparaisse tout simplement du paysage. Du coup, il faut qu'on ajoute ce que disait Serge tout à l'heure, c'est-à-dire que l'accompagnateur doit aussi être accompagné, peut-être pour essayer d'avoir cette posture réflexive par rapport à sa propre pratique. Donc, en gros, est-ce que ça signifie que tout le monde doit être accompagné? Mais l'accompagnement, il peut se faire par les clients, hein. Même un psychanalyste comme Ferenczi, il considérait ses clients comme étant son propre analyste. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on voit nos clients? Est-ce qu'on voit nos clients comme étant, voilà, il y a une asymétrie, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une relation symétrique? Okay. Et du coup, qui vous accompagne? Vous. C'est bien comme réponse.
il y a un autre point que je soumets à ta sagacité, c'est on réfléchit sur l'idée de la reconnaissance comme étant une pratique émancipatrice. C'est très, très ronflant, mais ça part de l'approche qu'on a souvent par rapport à la reconnaissance. Hein, le livre d'Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance, bon, c'est pas que ça, mais c'est finalement les gens luttent pour être reconnus. Voilà, on a un besoin de reconnaissance. Sauf que nous sommes aussi des êtres qui reconnaissons. On n'est pas simplement en train de demander une reconnaissance, en train de quémander, ce qui est encore une question d'asymétrie. En revanche, on a le pouvoir de reconnaître. Or, le système éducatif nous a appris que ce pouvoir-là ne valait rien. Que le seul pouvoir de reconnaître qui valait, c'était celui de l'autorité du maître ou de l'institution. Donc, comment ça pourrait se traduire dans des pratiques d'accompagnement? De faire qu'on développe la capacité, on réactive la capacité de la personne de reconnaître les autres. Et donc d'imaginer un parcours d'orientation qui soit un parcours de reconnaissance dans les deux sens du terme, c'est-à-dire on part en reconnaissance comme des éclaireurs et on balise un terrain pour les autres. Mais dans cette pratique de balise de terrain, on se fait en même temps reconnaître par les autres et on reconnaît les autres. Et donc que la reconnaissance devienne plus un échange, une conversation. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de penser le badge comme étant le début d'une conversation ou un prétexte à une conversation, le résultat d'une conversation aussi, mais c'est qu'il y a une conversation autour du badge comme objet de reconnaissance. Donc finalement, le badge qui est rien, par rapport à une réaction chimique, ce serait comme un catalyseur. Voilà. S'il n'y a pas le carburant, le comburant, ben il y a le catalyseur qui est là à un moment donné pour faire que la réaction chimique se passe. Et je pense que cette question de reconnaître la personne comme un être reconnaissant, alors connaissant et reconnaissant, me semblerait un élément intéressant dans la pratique. Peut-être que ça se passe, mais c'est une question que... Ce qui est compliqué, et puis vous le savez bien, c'est qu'on vient se heurter aux jeux de pouvoir qui sont déjà existants, et que du coup, pour ça, on n'accepte pas forcément la reconnaissance, et c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on refuse la reconnaissance parce que finalement, on refuse la légitimité de l'autre à nous reconnaître. Donc, comment on peut faire pour dépasser cette notion de relation de pouvoir qui est quand même bien ancrée, on va pas, voilà, ça existera toujours. Comment on peut faire pour dépasser ça? Alors j'ai bien des éléments de réponse, mais je veux bien écouter les votes. C'est-à-dire, on se situe tous dans des jeux qui sont déjà institués. Voilà, qu'est-ce qui peut être levier pour dépasser ce côté-là, qui est de dire, voilà, ce matin, quand on était sur l'atelier, on dit, voilà, il faut qu'on invite des bénéficiaires. Voilà, mais du coup, là, en disant ça, on va bien entendu pas assez loin. Mais oui, on va bien entendu pas assez loin. Et même si on dit, il faut qu'on invite des habitants, on va pas assez loin. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, on désigne encore la personne par rapport à un statut, par rapport à un rôle, etc. Donc, voilà, ce serait quoi les leviers pour réussir à dépasser un petit peu ce truc-là, qui est ancré à la fois chez les professionnels, mais aussi chez les personnes qu'on accueille dans nos dispositifs. Peut-être je vais revenir à ta question sur de quoi ont besoin les accompagnateurs. Et il me semble que ça pose une vraie question sur la posture professionnelle, tout simplement. C'est-à-dire le monde dans lequel on est aujourd'hui, il réinterroge notre expertise et notre position de pouvoir par rapport aux personnes. Il l'a toujours interrogé, mais plus que jamais. Donc ça pose une question d'un passage à l'acceptation de sa propre vulnérabilité, et d'une certaine façon, ça nous remet en position d'humilité, qu'on n'aurait jamais dû lâcher. Mais on est en position d'humilité. Ça veut dire qu'au fond, ça remet l'accompagnateur dans quelque chose qui est plutôt un processus de facilitation, plutôt un processus de médiation dans lequel il ne sait pas pour l'autre. À partir du moment où il ne sait pas pour l'autre, ça veut dire que qui va dans le monde de l'autre? Et ça renvoie à ce que tu dis, Serge, c'est-à-dire que
quand on regarde aujourd'hui, par exemple, les manifestations, les dispositifs qui travaillent sur la question des invisibles, on est assez fasciné de voir que on va beaucoup chercher le public, mais pour qu'ils viennent chez nous quand même. C'est-à-dire que ça pose la question de l'humilité, ça voudrait dire que est-ce qu'on peut fabriquer un terrain de jeu qui est partagé? Et il me semble que tant qu'on n'a pas un terrain de jeu partagé, il faut arrêter avec les relations d'équivalence. On n'est pas en relation d'équivalence, on est clairement dans une relation de pouvoir. Ce qui veut dire que la position d'humilité, c'est l'acceptation de la circularité du don et du contre-don, c'est-à-dire qu'en fait, je suis bien sûr quelqu'un qui peut apporter des ressources, mais j'ai absolument besoin de la ressource du bénéficiaire, sinon ce que je vais faire, c'est encore une fois une norme sociale. Donc on sort immédiatement, et là c'est le deuxième étage de la fusée, ça veut dire comment on va faire cohabiter un système qui est un système de circularité finalement de la rencontre et qui du coup relève plutôt de la dimension conversationnelle, qui de mon point de vue est un élément de reconnaissance central. J'ai absolument besoin de me sentir donné au bien commun pour me sentir exister comme semblable et différent. Or, beaucoup de personnes nous disent aujourd'hui qu'elles sont toujours en position d'assujettissement, toujours en position de carence, et toujours dans une position de devoir compenser ce que la société exige d'eux. Donc il me semble que l'enjeu pour le nôtre, c'est distinguer une normalisation sociale qui est tout le temps exigeante en termes de « vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas à la hauteur, il vous manque un certain nombre de choses », et quelque chose qui pourrait concilier une norme sociale qui est par nature injuste, parce que c'est un construit social, et ce qui serait de l'ordre d'une dimension territoriale, conversationnelle, dans laquelle on pourrait fabriquer de la reconnaissance réciproque, de l'acupuncture territoriale, comme ça je dis, c'est-à-dire essayer de refaire circuler de l'énergie entre des personnes qui aujourd'hui ont le sentiment qu'ils sont plutôt réduits à des manques. Il y a un jeune garçon qui a dit l'autre jour, je suis un frein, parce que je suis un ensemble de freins périphériques. Et la notion de frein périphérique disait quelque chose de fort, c'est-à-dire au fond, toute sa vie, des gens se sont fatigués à essayer de lever des freins périphériques. Et plus il y avait de freins périphériques, plus ils se sentaient incapables de lever les freins périphériques. Et étrangement, de plus en plus de freins périphériques. Je plaisante à peine, c'est-à-dire qu'il a très bien dit, en gros, lâchez-moi, la vie est ailleurs. Et d'une certaine façon, lui, ça lui irait bien la conversation, parce qu'il a plein de ressources et qu'il pourrait donner plein de choses aux autres. Donc on voit bien que la conciliation de ces deux processus-là, qui est une processus conversationnel, qui renvoie de la reconnaissance de moi comme contributeur au monde, et quelque chose qui relèverait l'existence d'une norme, comme le permis de conduire, qu'on remettrait juste à sa place, me paraît un vrai enjeu. Oui, je parle pas dans le micro, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est souvent. Puis je trouve que je me rappelle plus ce que j'ai dit après, alors c'est con. C'était bien. Ah, c'était bien, ouais, ça m'a fait penser un peu au... Alors, je joue absolument pas au golf, mais il me semble que on donne des handicaps. En fait, il faudrait presque donner des handicaps à certains acteurs pour avoir une relation un petit peu plus... Enfin, changer de terrain, se mettre sur... Je retiens, oui, je moi, retiens je ça. suis obsédé, on est tout le temps... On se mettre sur le terrain de l'autre. Dans nos bureaux, dans nos chaises, dans nos territoires, dans nos machins. Du coup, on part, nous, en tant qu'accompagnateur avec un handicap. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour... c'est un premier truc que je prends. Voilà, déjà se mettre sur le terrain de l'autre pour rétablir un peu les pouvoirs. Fabriquer, on a travaillé ce matin sur le commun. Est-ce qu'on a un terrain commun? Un Fab Lab peut être un terrain commun. Parce que justement, il ouvre à des publics, il l'a très bien dit le collègue tout à l'heure. La finalité d'un Fab Lab, c'est faire, échanger, et communiquer et transmettre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce lieu qui par nature a une finalité, elle est indépendante des publics qui vont l'habiter. Donc c'est le lieu assez propice pour fabriquer quelque chose qui serait du commun, indépendamment des freins possibles des personnes, des statuts des personnes, de l'âge des personnes, etc. Et il me semble que trouver des lieux communs me paraît aussi un vrai enjeu. Puis un lieu où finalement, j'imagine, le formateur de l'école de la deuxième chance, si c'est pas non plus se servir d'une imprimante 3D, et quelque part, il démarre au même niveau que le jeune qui l'accompagne. Est-ce qu'on peut avoir d'autres idées là parce qu'on repart comme ça avec des trucs à faire sur nos territoires respectifs. Donc on a noté, on change de terrain, on se met devant un objet qu'on maîtrise ni l'un ni l'autre. Moi, si je reprends l'exemple des invisibles, en réalité on les rend visibles en montrant leurs déficits.
Donc on n'est pas, dans un processus de reconnaissance, on est dans de la méconnaissance. On rend visible une méconnaissance. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'il y a des expériences au sein du CBC ou ce que vous avez observé avec vos clients vous a amené à faire des recommandations sur des transformations sociales, donc d'aller vers les gens. C'est-à-dire que le problème, c'est pas, comme tu le dis, les personnes qui ne savent pas s'adapter, mais c'est la société qui est peut-être inadaptée et qui a des mesures à prendre pour finalement que les gens tels qu'ils sont là puissent vivre de façon décente sans avoir nécessairement besoin de se transformer pour vivre d'après nos normes sociales. Hein. Après, c'est ce que disait André, c'est-à-dire il y a quand même les enjeux de pouvoir, on ne va pas les oublier, ils sont là. Il y a quand même des financeurs qui disent, si je prends l'exemple des allocataires du RSA, l'objectif, c'est de les sortir du RSA. Même si la personne nous dit, hey, moi, où je suis, je me suis organisée, tout va bien. Enfin, tu vois, on est bien entendu toujours dans cette contradiction-là. Par contre, finalement, la personne, elle peut choisir son objectif. C'est comment on analyse avec elle ce dont elle a besoin là tout de suite, parce qu'on a tous, enfin, je veux dire, on a tous besoin de quelque chose, on a tous envie d'avancer normalement dans une direction. Donc, mais c'est comment on permet à cette personne-là, finalement, de l'exprimer. Parce que, justement, ils sont renvoyés à la norme et ils savent bien, quand ils viennent nous voir, de dire, alors moi, je sais ce que je vais lui dire à celui-là, c'est je veux sortir du RSA, je veux trouver un travail, et alors peut-être je vais rajouter que faudrait que je me forme, et alors là, le mec en face, il va être super trop content. Voilà. Et du coup, comment on fait pour qu'il se permette d'exprimer vraiment ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que bien entendu, il sait qu'il y a, enfin, même si on ne le vocalise pas, il y a un attendu qui est au-dessus de nos têtes. Donc comment on fait pour débloquer ça, hormis le recevoir ailleurs que dans notre bureau Je pense qu'il y a un débat juste que peut-être qu'il faudra qu'on pose un jour en France, c'est la question de la conditionnalité du soutien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit à quelqu'un qu'on voulait bien le soutenir, mais qu'en même temps il fallait qu'il fasse obligatoirement 8 heures de bénévolat, on fait un présupposé, c'est qu'au fond les gens ils n'ont pas envie de faire quelque chose et que ce qu'on va leur donner c'est toujours sous condition. Or on n'a jamais prouvé que la conditionnalité produisait de l'engagement. On a même plutôt au contraire prouvé l'inverse. Donc ça pose des questions plus larges de la construction même des dispositifs. Il y a une deuxième question très simple, c'est au fond on joue toujours les situations avec des normes sociales en les prenant dans l'individu unique. Si on mène des expérimentations avec certains conseillers départementaux, on essaie de remettre de la confiance dans les dispositifs. Les choses qui vont être efficaces, elles vont être plutôt efficaces sur la question du collectif et du processus. Alors que si chaque individu dit bah, « moi je peux pas parce que vous la norme m'impose », ça veut dire que la révolution, elle est aussi dans une conception plutôt collective de la manière de penser les dispositifs d'accompagnement. Puis juste un troisième point, parce que c'est la... comment je me forme moi-même, ben, j'accompagne des jeunes. J'ai un jeune collègue de mission locale, il a fabriqué un atelier avec des jeunes qui s'appelle Activateur de hasard, avec une version activateur de chance. Et il a fait ça avec des jeunes pendant le confinement. Et je regarde ce qu'il propose comme instrument de reconnaissance, c'est juste fascinant, quoi. C'est-à-dire, globalement, ils ont fabriqué un truc, ils ont fait des raps, ils ont fait des slams, ils ont fait des trucs, ils ont fait des playlists. Alors là, il y a la playlist du confiné, enfin ils ont fait plein de trucs assez extraordinaires et on leur a donné quoi? Rien. En fait, on a discuté le coup au téléphone avec eux et ils ont eu une inventivité assez incroyable. Ce qui veut dire que faire confiance aux personnes dans leur capacité à générer de la ressource, c'est aussi quelque chose qui me paraît un enjeu. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on fait vraiment confiance aux gens dans leur inventivité possible? Je ne sais pas, moi j'ai écrit une pièce là il y a 10 ans qui s'appelait Partie en reconnaissance et qu'on a fait jouer par des comédiens. Je verrais bien en Normandie un petit itinéraire sur Partir en reconnaissance dans lequel on pourrait imaginer des expériences apprenantes totalement aléatoires, tirées au sort, etc. Dans lequel en fait on considérait que le primat de la reconnaissance c'est la conversation aléatoire. Tu vois mon idée? Ouais, je prends ça aussi, la question du hasard, je trouve ça super. Et les jeunes nous-mêmes ils nous ont dit ça, c'est-à-dire au fond... fabriquer du hasard, ils ont fabriqué une fabrique du hasard, activer du hasard. Ça veut dire qu'ils ont totalement intégré l'idée que le hasard, peut-être que ça se provoque.
Et peut-être que nous, on a à réfléchir à une question d'être au monde qui n'est pas repliée sur soi, mais qui est plutôt d'engager le chemin d'une certaine façon. Est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité, même dans la construction des dispositifs, sur imaginer des processus qui sont finalement plus conversationnels, plus aléatoires, moins formatés, et dans lesquels on aura des indicateurs de performance normés tout à fait efficaces. Je garantis le résultat à la sortie. Si on regarde le nombre de jeunes qui, dans cette garantie jeune-là, vont être dans la norme et dans la conformité, j'ai aucun souci sur le fait que pour la mission locale, ça sera top. Pourquoi? Parce qu'ils se sont saisis d'une occasion et on leur a laissé la liberté de la saisir et on a quand même organisé un peu les choses pour que ça puisse se faire. Donc je donne cet exemple parce qu'il est d'avant-hier, mais tu vois, mais il y a des milliards d'autres choses. C'est-à-dire qu'au fond, si on considère que partir en reconnaissance ne relève pas que d'une fonction normative, ne relève pas que d'un badge, qui du coup n'est qu'un processus. Pour moi, ce qui m'intéresse dans le badge, c'est le processus. Au fond, c'est comment on fabrique un parcours dans lequel les occasions de reconnaissance sont multipliées, mais les occasions de donner de la reconnaissance à un tiers sont aussi multipliées. Ça me paraît vraiment un enjeu pédagogique. C'est pour ça que ce matin, je voulais dire, il y a un enjeu démocratique, il y a un enjeu d'équité sociale et il y a un enjeu d'ingénierie pédagogique qui me paraît central. Où on est, avec qui, comment on conçoit la place des personnes et comment les personnes sont des ressources pour nous aussi. Ça, on l'avait, hein, Nicolas, sur Saint-Lô, le fait de positionner des situations un petit peu partout. Et là, du coup, il faut qu'on positionne du hasard. C'est une chasse au trésor dans Saint-Lô. Hein. Ce qui nous fascine, c'est que le hasard est la seule chose qui n'est pas contestée. Quand les gens tirent dans un chapeau une expérience apprenante qu'ils n'ont pas choisie, aucun conteste le hasard. On va faire ça. On va faire ça à Saint-Lô. C'est fascinant. C'est-à-dire, le hasard, c'est comme le Covid, c'est tombé de la ciel. On l'accepte quand on l'accepte, enfin on l'accepte. En fait, en tout cas, on le remet pas en cause. On dit pas, dis Covid, rentre chez toi. En Chine. Peut-être il y a des. Enfin, moi j'ai pris des trucs là. Je rentre chez moi avec des trucs. Voilà. Attends, tiens, je te donne ça. Fais comme chez toi. Je voulais juste partager une expérience que j'ai vécue l'année dernière. Je n'ai pas vécu l'expérience, je l'ai entendue, racontée. J'ai participé aux journées d'initiatives territoriales organisées par les Directs à Paris tous les ans. Et on partage des expériences, des ateliers où chacun vient expliquer une initiative qu'il a menée sur son territoire et qui a donné satisfaction pour les gens pour qui on les fait. Et il y a eu une initiative qui était, à mon sens, assez intéressante. Dans un quartier de la région parisienne, il y avait énormément de jeunes qui nous disaient à nous tous, accompagnateurs, dits légitimes, mais de toute façon, ce que vous nous proposez, c'est nul, c'est de la merde, ça sert à rien. Tout ça. Bon. Ils ont imaginé une action où le parti pris, c'était de recruter parmi ces jeunes-là, volontaires, et rémunérer, c'était le parti pris, des enquêteurs qui sont allés interroger des gens des quartiers qui se sont servis du système et qui ont bénéficié de dispositifs et qui ont tiré parti pour leur bien personnel ou pour leur bien professionnel. Et ils ont mené comme ça une grande enquête et en fait, tous ces jeunes qui ont participé en tant qu'enquêteurs rémunérés, eh bien, ils ont pris conscience de quoi ils pouvaient se saisir, en fait, et à quoi ça pouvait leur servir. Et bim, ça y est, les parcours étaient partis. Voilà, je voulais partager ça parce que j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment... en fait, ce sont les gens eux-mêmes qui sont allés chercher des réponses... Enfin, on imagine un tas de dispositifs pour eux, comme on dit depuis ce matin, dont eux-mêmes ne voient même pas l'intérêt. Voilà, et donc là, ils sont allés chercher pourquoi il y a des gens des jeunes avec qui ça a marché et pourquoi avec moi ça ne marche pas. Voilà. Et mais puis Muriel, on les a changé de rôle. Tu peux raconter ton anecdote avec la maison de retraite, les jeunes et les maisons de retraite hein. Oui, nous, on avait organisé le marché au talent. Alors, ce n'était pas des maisons de retraite, c'était des personnes âgées, dépendantes, qui étaient chez elles et du coup qui ne sortaient pas beaucoup parce qu'elles avaient du mal à bouger. Mais on les avait repérées avec les aides à domicile, en fait, comme des personnes qui avaient des talents, ou voilà, en tout cas qui avaient
une vie sociale passée très intéressante. Il y avait une peintre, il y avait une calligraphe, il y avait une personne qui avait eu la Légion d'honneur, enfin voilà. Mais voilà, maintenant elle faisait de la peinture comme ça, la Légion d'honneur est un peu loin, enfin. Et l'idée, c'est qu'on a demandé à des personnes qui étaient au RSA, plutôt dites éloignées de l'emploi, d'aller visiter ces personnes pour aller voilà, leur faire raconter un petit peu leur histoire et en faire du storytelling. Et ce qu'elles ont fait, il a fallu qu'elles réfléchissent à comment elles allaient faire, donc comment on fait une photo, quelles questions on va poser, comment on va faire la storytelling, comment on va y aller simplement en termes de mobilité, il faut aller chez la personne parce que la personne ne peut pas se déplacer. Donc elles ont fait tout ce travail et puis après on a fait une fête où on a fait venir ces personnes avec leur aide à domicile, déambulateurs, enfin ce qu'il fallait quoi. Pour ceux qui pouvaient danser, on a dansé. Pour ceux qui pouvaient faire à manger, on a fait à manger. Et du coup, pendant cette fête, ils ont exposé le storytelling. Et c'est lors de cette fête, finalement, qu'ils ont pris conscience, que les gens leur ont renvoyé à quel point c'était formidable ce qu'ils avaient fait. Et finalement, c'est juste à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'aller valoriser l'autre, finalement, ça les avait valorisés. Alors, je vous avoue qu'on avait quand même cette petite idée en tête au départ, mais on ne leur avait pas vendu comme ça. On leur avait dit, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre les gens en avant. Et ils avaient un grand respect pour ces personnes âgées qui avaient 90 ans de moyenne d'âge. Ils étaient vraiment ravis de les mettre en avant. Et finalement, quand ils ont présenté leur truc, alors essentiellement, on avait invité des habitants, mais bon, on était un peu à la ramasse et du coup, il n'y en avait pas trop, mais il y avait beaucoup d'aide à domicile, par exemple, de la structure. On avait fait ça avec le Temps du domicile, qui est une structure à Évreux et qui ont une AI aussi, Contact Service. Voilà, et du coup, le fait de faire tout ça, à ce moment-là, ils se sont dit, mais à la vache, en fait, les gens nous renvoient à nous, à quel point on a été formidable de faire ça, alors qu'en fait, ce n'était pas l'objectif de départ. Voilà, c'était super, c'était un grand plaisir de le faire. On avait appelé ça le marché au talent, on l'a fait à plusieurs reprises, parce que c'était assez sympa, parce qu'en plus, on faisait la fête, tout ça, enfin, c'était cool. C'était cool, voilà. Voilà, Mathieu. Je passe les obstacles. Bonsoir. Je voulais faire part d'une réflexion sur la question de la norme, parce que ce principe, on le rencontre dans bien des secteurs. Quand on a construit ce bâtiment, l'architecte nous disait que la norme était le premier architecte de France, et non pas le dessin, ce qui est une réalité. Et ça s'applique aussi donc, dans bien des secteurs. On l'a vécu en plein pendant le Covid, quand on a fabriqué des visières ici. Il y a la norme qui est arrivée et qui très vite nous a mis dans une forme d'illégalité. Donc c'était assez terrible. Et il n'a échappé à personne que dans le contexte du Covid, je pense, il est énormément question de décentralisation et de redonner au territoire un pouvoir dit de résilience. Après, chacun mettra derrière ce qu'il souhaite, mais enfin, on voit bien cette idée d'une meilleure autonomie, de finaliser la décentralisation qui avait été amorcée il y a quelques dizaines d'années maintenant. Et je me demande si cette question de la norme, pas forcément au sens Calliope du terme, enfin en tout cas par le petit bout que j'en connais, c'est-à-dire de certifier un organisme comme quoi c'est quelqu'un qui fait son travail, qui fait bien son travail, ça ne me dérange pas. Donc après, je préférerais que ça se fasse dans un écosystème local, plutôt qu'une norme parachutée du national. Mais à la limite, ça ne me dérange pas trop. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est quand cette norme elle vient jusqu'à dire la façon dont on doit travailler, etc. Voilà. Et donc je me demande s'il n'y a pas collégialement, collectivement parlant, avec tous les acteurs qui sont ici, une attention particulière à porter dans les temps à venir, dans nos dialogues avec les pouvoirs locaux et avec les conseils régionaux au premier rang, dans cette idée de rétablir une norme sur une échelle locale, sur la qualité des actions qui sont entreprises par les uns et par les autres, pour qu'elles ne viennent pas effacer la norme nationale, ce référentiel de compétences, etc., mais en tout cas faire un pas de côté par rapport à la norme, être dans d'autres formes d'expérimentation et de proposition, y compris dans le domaine de la norme. Voilà, je souhaitais lancer cette idée, suggestion. Alors, ce qui est intéressant, je me permets de répondre parce que ce que vous souhaitez là, c'était le cas il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour un domaine qu'on connaît bien, le domaine de l'accompagnement, l'orientation, beaucoup de régions, beaucoup de collectivités ont créé des écosystèmes de construction de référentiels. Au niveau européen, on a eu beaucoup de travaux ensemble pour produire des référentiels qui ne sont plus une norme externe et descendante et verticale, mais des normes co-construites, collatérales avec l'utilisateur lui-même, etc. Et puis badaboum, voilà, on pourrait dire...
dernière élection, la suspicion sur le fait que beaucoup d'organismes de formation soient des escrocs a généré une volonté de normalisation descendante, une reverticalisation très nette. Et là où on en est aujourd'hui, c'est aussi une suspicion vis-à-vis des décisions locales et régionales qui finalement ferait allégeance à des acteurs de proximité. Et il vaut mieux une norme centralisée verticale, au moins on est sûr que finalement il y en a plein qui vont disparaître, mais on s'en fout un peu en fait, hein, et le résultat des courses. Donc vous avez à la fois complètement raison, mais là, faudrait fabriquer des antinormes, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait refabriquer des mouvements territoriaux qui prennent en compte l'essentiel et les critères les plus pertinents, mais en même temps soient capables de les adapter dans la situation elle-même. C'est pas le chemin qu'on prend aujourd'hui, mais c'est pas le chemin qu'on prend dans les normalisations industrielles. Vous parliez de l'architecture. Regardez, si vous faites je sais pas moi, un devis de baie vitrée, regardez, tous les verres sont certifiés, tous les baies sont certifiés, etc. Donc on est dans une espèce de mondialisation de la normalisation aujourd'hui qui touche tous les processus de service. Et du coup, décolonisation de la reconnaissance, c'est aussi réfléchir à comment, d'une certaine façon, on fait contre-pouvoir par rapport à ça, ou alors on accepte tous de ne pas avoir le choix. Et moi, je suis très sensible à ça parce que, en gros, de bons prestataires vont disparaître du paysage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen de se mettre en conformité à la norme. Et ça pose problème sur la valeur de ces personnes-là qui vont être expulsées du dispositif, alors même que, alors là, c'est un signe de non-reconnaissance formelle qui est d'une violence inouïe. Comme quand dans la VAE, quelqu'un qui a été aide à domicile pendant 20 ans, il a la validation partielle parce qu'on lui explique au moment du jury que ça fait 20 ans qu'il fait quelque chose de pas conforme, quoi. Et ça peut vous parler, ça veut dire que dans la question de la reconnaissance, il y a aussi la question de la non-reconnaissance. Et il me semble qu'il ne faut jamais perdre de vue cette dialectique-là. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'une hyper-verticalisation des normes augmente le niveau de critères, augmente le niveau de coût, et en fait rend complètement démunis la plupart de prestataires qui n'arrivent même pas à comprendre exactement ce qu'on veut pour eux. Donc il me semble que là, il y a peut-être un mouvement à initier qui n'est pas une bagarre, mais simplement pour dire que peut-être que les acteurs ont localement et ensemble des modalités de reconnaissance qui peuvent avoir une valeur auto-attribuée, circulaire, conversationnelle, et qui n'est pas que la norme. Mais vous avez complètement raison, on aurait pu imaginer ça. Je ne crois pas beaucoup que l'État lâche là-dessus aujourd'hui, mais c'est peut-être un débat qu'on peut avoir compte tenu des relations un peu complexes entre les régions et l'État aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que la norme aujourd'hui tue la conscience professionnelle. On finit là-dessus ou on va tous repartir un peu plombés? Pour terminer, une dernière positif, anecdote, Guy Le Botterf, que je connais bien, il dit en fait la compétence c'est juste un indicateur de confiance attribué. Est-ce que tu fais confiance ou pas? Et il m'a dit, regarde, quand tu montes dans un avion, est-ce que tu fais confiance au pilote de l'avion? Et j'arrive plus à ne pas regarder le pilote de l'avion depuis qu'il m'a dit ça. Et la dernière fois, je me suis dit, putain, il est vachement jeune, lui. Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà, je voulais terminer là-dessus. Super, merci beaucoup. Voilà, tout le monde a le droit d'aller boire une bière.